Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, tome 2. Chapitre 16. Faute d'air. Ainsi, autour du Nautilus, au-dessus, au-dessous, un impénétrable mur de glace. Nous étions prisonniers de la banquise. Le Canadien avait frappé une table de son formidable poing. Conseil se taisait. Je regardais le capitaine. Sa figure avait repris son impassibilité habituelle. Il s'était croisé les bras. Il réfléchissait. Le Nautilus ne bougeait plus. Le capitaine prit alors la parole. « Messieurs, dit-il d'une voix calme, il y a deux manières de mourir dans les conditions où nous sommes. » Cet inexplicable personnage avait l'air d'un professeur de mathématiques qui fait une démonstration à ses élèves. « La première, reprit-il, c'est de mourir écrasé. La seconde, c'est de mourir asphyxié. Je ne parle pas de la possibilité de mourir de faim, car les approvisionnements du Nautilus dureront certainement plus que nous. Préoccupons-nous donc des chances d'écrasement ou d'asphyxie. » « Quant à l'asphyxie, capitaine, répondis-je, elle n'est pas à craindre car nos réservoirs sont pleins. » « Juste, reprit le capitaine Nemo, mais ils ne donneront que 2 jours d'air. Or voilà 36 heures que nous sommes enfuis sous les eaux, et déjà l'atmosphère alourdie du Nautilus demande à être renouvelée. Dans 48 heures, notre réserve sera épuisée. Eh bien, capitaine, soyons délivrés avant 48 heures. Nous le tenterons, du moins en perçant la muraille qui nous entoure. De quel côté, demandai-je. C'est ce que la sonde nous apprendra. Je vais échouer le Nautilus sur le banc inférieur et mes hommes, revêtus de scaphandres, attaqueront l'iceberg par sa paroi la moins épaisse. Peut-on ouvrir les panneaux du salon ? Sans inconvénient. Nous ne marchons plus. Le capitaine Nemo sortit. Bientôt, des sifflements m'apprirent que l'eau s'introduisait dans les réservoirs. Le Nautilus s'abaissa lentement et reposa sur le fond de glace par une profondeur de 350 mètres, profondeur à laquelle était immergé le banc de glace inférieur. « Mes amis, dis-je, la situation est grave, mais je compte sur votre courage et sur votre énergie. »« Monsieur, me répondit le Canadien, ce n'est pas dans ce moment que je vous ennuierai de mes récriminations. Je suis prêt à tout faire pour le salut commun. »« Bien, Ned, dis-je, en tendant la main au Canadien. J'ajouterai, reprit-il, qu'habile à manier le pic comme le harpon, si je puis être utile au capitaine, il peut disposer de moi. Il ne refusera pas votre aide. Venez, Ned. Je conduisis le Canadien à la chambre où les hommes du Nautilus revêtaient leurs scaphandres. Je fis part au capitaine de la proposition de Ned qui fut acceptée. Le Canadien endossa son costume de mer et fut aussitôt prêt que ses compagnons de travail. Chacun d'eux portait sur son dos l'appareil Rouquayrol auquel les réservoirs avaient fourni un large contingent d'air pur. Emprunt considérable mais nécessaire fait à la réserve du Nautilus. Quant aux lampes Ruhmkorff, elles devenaient inutiles au milieu de ces eaux lumineuses et saturées de rayons électriques. Lorsque Ned fut habillé, je rentrai dans le salon dont les vitres étaient découvertes et posté près de Conseil, j'examinai les couches ambiantes qui supportaient le Nautilus. Quelques instants après, nous voyions une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace, et parmi eux, Ned Land, reconnaissable à sa haute taille. Le capitaine Nemo était avec eux. Avant de procéder au creusement des murailles, il fit pratiquer des sondages qui devaient assurer la bonne direction des travaux. De longues sondes furent enfoncées dans les parois latérales. Mais après 15 mètres, elles étaient encore arrêtées par l'épaisse muraille. Il était inutile de s'attaquer à la surface plafonnante, puisque c'était la banquise elle-même qui mesurait plus de 400 mètres de hauteur. Le capitaine Nemo fit alors sonder la surface inférieure. Là, 10 mètres de parois nous séparaient de l'eau. Telle était l'épaisseur de cet icefield. Dès lors, il s'agissait d'en découper un morceau, égal en superficie à la ligne de flottaison du Nautilus. C'était environ 6500 mètres cubes à détacher, afin de creuser un trou par lequel nous descendrions au-dessous du champ de glace. Le travail fut immédiatement commencé et conduit avec une infatigable opiniâtreté. Au lieu de creuser autour du Nautilus, ce qui eût entraîné de plus grandes difficultés, le capitaine Nemo fit dessiner l'immense fosse
à 8 mètres de sa hanche de bâbord. Puis ces hommes la taraudèrent simultanément sur plusieurs points de sa circonférence. Bientôt, le pic attaqua vigoureusement cette matière compacte et de gros blocs furent détachés de la masse. Par un curieux effet de pesanteur spécifique, ces blocs, moins lourds que l'eau, s'envolaient, pour ainsi dire, à la voûte du tunnel, qui s'épaississait par le haut de ce dont il diminuait par le bas. Mais peu importait, du moment que la paroi inférieure s'amincissait d'autant. Après 2 heures d'un travail énergique, Ned Land rentra épuisé. Ses compagnons et lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs, auxquels nous nous joignîmes, Conseil et moi. Le second du Nautilus nous dirigeait. L'eau me parut singulièrement froide, mais je me réchauffai promptement en maniant le pic. Mes mouvements étaient très libres, bien qu'ils se produisissent sous une pression de 30 atmosphères. Quand je rentrai après 2 heures de travail pour prendre quelque nourriture et quelques repos, je trouvai une notable différence entre le fluide pur que me fournissait l'appareil Rouquayrol et l'atmosphère du Nautilus, déjà chargée d'acide carbonique. L'air n'avait pas été renouvelé depuis 48 heures et ses qualités vivifiantes étaient considérablement affaiblies. Cependant, en un laps de 12 heures, nous n'avions enlevé qu'une tranche de glace épaisse d'1 mètre sur la superficie dessinée, soit environ 600 mètres cubes. En admettant que le même travail fût accompli par 12 heures, il fallait encore 5 nuits et 4 jours pour mener à bonne fin cette entreprise. 5 nuits et 4 jours, dis-je à mes compagnons, et nous n'avons que 2 jours d'air dans les réservoirs. Sans compter, répliqua Ned, qu'une fois sortis de cette damnée prison, nous serons encore emprisonnés sous la banquise et sans communication possible avec l'atmosphère. Réflexion juste. Qui pouvait alors prévoir le minimum de temps nécessaire à notre délivrance? L'asphyxie ne nous aurait-elle pas étouffés avant que le Nautilus eût pu revenir à la surface des flots? Était-il destiné à périr dans ce tombeau de glace avec tous ceux qu'il renfermait? La situation paraissait terrible, mais chacun l'avait envisagée en face et tous étaient décidés à faire leur devoir jusqu'au bout. Suivant mes prévisions, pendant la nuit, une nouvelle tranche d'1 mètre fut enlevée à l'immense alvéole. Mais le matin, quand revêtu de mon scaphandre, je parcourus la masse liquide par une température de 6 à 7 degrés au-dessous de zéro, je remarquai que les murailles latérales se rapprochaient peu à peu. Les couches d'eau éloignées de la fosse, que n'échauffait pas le travail des hommes et le jeu des outils, marquaient une tendance à se solidifier. En présence de ce nouveau et éminent danger, que devenaient nos chances de salut, et comment empêcher la solidification de ce milieu liquide qui eût fait éclater comme du verre les parois du Nautilus? Je ne fis point connaître ce nouveau danger à mes 2 compagnons. À quoi bon risquer d'abattre cette énergie qu'ils employaient au pénible travail du sauvetage? Mais lorsque je fus revenu à bord, je fis observer au capitaine Nemo cette grave complication. « Je le sais, me dit-il de ce ton calme que ne pouvaient modifier les plus terribles conjonctures. C'est un danger de plus, mais je ne vois aucun moyen d'y parer. La seule chance de salut, c'est d'aller plus vite que la solidification. Il s'agit d'arriver premier, voilà tout. » Arriver premier. Enfin, j'aurais dû être habitué à ces façons de parler. Cette journée, pendant plusieurs heures, je maniai le pic avec opiniâtreté. Ce travail me soutenait. D'ailleurs, travailler, c'était quitter le Nautilus, c'était respirer directement cet air pur, emprunté au réservoir et fourni par les appareils, c'était abandonner une atmosphère appauvrie et viciée. Vers le soir, la fosse s'était encore creusée d'1 mètre. Quand je rentrai à bord, je faillis être asphyxié par l'acide carbonique dont l'air était saturé. Ah, que n'avions-nous les moyens chimiques qui eussent permis de chasser ce gaz délétère. L'oxygène ne nous manquait pas. Toute cette eau en contenait une quantité considérable et en la décomposant par nos puissantes piles, elle nous eût restitué le fluide vivifiant. J'y avais bien songé, mais à quoi bon puisque l'acide carbonique, produit de notre respiration, avait envahi toutes les parties du navire. Pour l'absorber, il eût fallu remplir des récipients de potasse caustique et les agiter incessamment. Or, cette matière manquait à bord
et rien ne la pouvait remplacer. Ce soir-là, le capitaine Nemo dut ouvrir les robinets de ses réservoirs et lancer quelques colonnes d'air pur à l'intérieur du Nautilus. Sans cette précaution, nous ne nous serions pas réveillés. Le lendemain 26 mars, je repris mon travail de mineur en entamant le 5e mètre. Les parois latérales et la surface inférieure de la banquise s'épaississaient visiblement. Il était évident qu'elles se rejoindraient avant que le Nautilus fût parvenu à se dégager. Le désespoir me prit un instant. Mon pic fut près de s'échapper de mes mains. À quoi bon creuser si je devais périr étouffé, écrasé par cette eau qui se faisait pierre, un supplice que la férocité des sauvages n'eût pas même inventé. Il me semblait que j'étais entre les formidables mâchoires d'un monstre qui se rapprochait irrésistiblement. En ce moment, le capitaine Nemo, dirigeant le travaillant lui-même, passa près de moi. Je le touchai de la main et lui montrai les parois de notre prison. La muraille de tribord s'était avancée à moins de 4 mètres de la coque du Nautilus. Le capitaine me comprit et me fit signe de le suivre. Nous rentrâmes à bord. Mon scaphandre ôté, je l'accompagnai dans le salon. « Monsieur Aronnax, me dit-il, il faut tenter quelque héroïque moyen où nous allons être scellés dans cette eau solidifiée comme dans du ciment. » « Oui, dis-je, mais que faire ?»« Ah, s'écria-t-il, si mon Nautilus était assez fort pour supporter cette pression sans en être écrasé. »« Eh bien, demandai-je, ne saisissant pas l'idée du capitaine. « Ne comprenez-vous pas, reprit-il, que cette congélation de l'eau nous viendrait en aide? Ne voyez-vous pas que par sa solidification, elle ferait éclater ces champs de glace qui nous emprisonnent, comme elle fait, en se gelant, éclater les pierres les plus dures? Ne sentez-vous pas qu'elle serait un agent de salut au lieu d'être un agent de destruction? » « Oui, capitaine, peut-être, mais quelque résistance à l'écrasement que possède le Nautilus, il ne pourrait supporter cette épouvantable pression et s'aplatirait comme une feuille de tôle. »« Je le sais, monsieur. Il ne faut donc pas compter sur les secours de la nature, mais sur nous-mêmes. Il faut s'opposer à cette solidification. Il faut l'enrayer. Non seulement les parois latérales se resserrent, mais il ne reste pas 10 pieds d'eau à l'avant et à l'arrière du Nautilus. La congélation nous gagne de tous les côtés. « Combien de temps, demandai-je, l'air des réservoirs nous permettra-t-il de respirer à bord ?» Le capitaine me regarda en face. « Après-demain, dit-il, les réservoirs seront vides. » Une sueur froide m'envahit, et cependant, devais-je m'étonner de cette réponse? Le 22 mars, le Nautilus s'était plongé sous les eaux libres du pôle. Nous étions au 26. Depuis 5 jours, nous vivions sur les réserves du bord, et ce qui restait d'air respirable, il fallait le conserver aux travailleurs. Au moment où j'écris ces choses, mon impression est tellement vive encore qu'une terreur involontaire s'empare de tout mon être et que l'air semble manquer à mes poumons. Cependant, le capitaine Nemo réfléchissait, silencieux, immobile. Visiblement, une idée lui traversait l'esprit. Mais il paraissait la repousser. Il se répondait négativement à lui-même. Enfin, ces mots s'échappèrent de ses lèvres. « L'eau bouillante, murmura-t-il. »« L'eau bouillante » m'écriai-je. « Oui, monsieur, nous sommes renfermés dans un espace relativement restreint. Est-ce que des jets d'eau bouillante, constamment injectés par les pompes du Nautilus, n'élèveraient pas la température de ce milieu et ne retarderaient pas sa congélation ? » « Il faut l'essayer, dis-je résolument. »« Essayons, monsieur le professeur. » Le thermomètre marquait alors moins 7 degrés à l'extérieur. Le capitaine Nemo me conduisit aux cuisines où fonctionnaient de vastes appareils distillatoires qui fournissaient l'eau potable par évaporation. Ils se chargèrent d'eau et toute la chaleur électrique des piles fut lancée à travers les serpentins baignés par le liquide. En quelques minutes, cette eau avait atteint 100 degrés. Elle fut dirigée vers les pompes pendant qu'une eau nouvelle la remplaçait au fur et à mesure. La chaleur développée par les piles était telle que l'eau froide puisée à la mer, après avoir seulement traversé les appareils, arrivait bouillante au corps de pompe. L'injection commença et 3 heures après, le thermomètre marquait extérieurement 6 degrés au-dessous de zéro. C'était un degré de gagné. 2 heures plus tard, le thermomètre n'en marquait que 4. « Nous réussirons, dis-je au capitaine,
après avoir suivi et contrôlé par de nombreuses remarques les progrès de l'opération. « Je le pense, me répondit-il. Nous ne serons pas écrasés. Nous n'avons plus que l'asphyxie à craindre. » Pendant la nuit, la température de l'eau remonta à 1 degré au-dessous de zéro. Les injections ne purent la porter à un point plus élevé. Mais comme la congélation de l'eau de mer ne se produit qu'à moins 2 degrés, je fus enfin rassuré contre les dangers de la solidification. Le lendemain 27 mars, 6 mètres de glace avaient été arrachés de l'alvéole. 4 mètres seulement restaient à enlever. C'était encore 48 heures de travail. L'air ne pouvait plus être renouvelé à l'intérieur du Nautilus. Aussi, cette journée alla-t-elle toujours en empirant. Une lourdeur intolérable m'accabla. Vers 3 heures du soir, ce sentiment d'angoisse fut porté en moi à un degré violent. Des bâillements me disloquaient les mâchoires. Mes poumons haletaient en cherchant ce fluide comburant, indispensable à la respiration et qui se raréfiait de plus en plus. Une torpeur morale s'empara de moi. J'étais étendu sans force, presque sans connaissance. Mon brave Conseil, pris des mêmes symptômes, souffrant des mêmes souffrances, ne me quittait pas. Il me prenait la main, il m'encourageait, et je l'entendais encore murmurer « Ah, si je pouvais ne pas respirer pour laisser plus d'air à monsieur !» Les larmes me venaient aux yeux de l'entendre parler ainsi. Si notre situation à tous était intolérable à l'intérieur, avec quelle hâte, avec quel bonheur nous revêtions nos scaphandres pour travailler à notre tour. Les pics résonnaient sur la couche glacée, les bras se fatiguaient, les mains s'écorchaient, mais qu'étaient ces fatigues, qu'importaient ces blessures? L'air vital arrivait aux poumons, on respirait, on respirait. Et cependant, personne ne prolongeait au-delà du temps voulu son travail sous les eaux. Sa tâche accomplie, chacun remettait à ses compagnons haletants le réservoir qui devait lui verser la vie. Le capitaine Nemo donnait l'exemple et se soumettait le premier à cette sévère discipline. L'heure arrivée, il cédait son appareil à un autre et rentrait dans l'atmosphère viciée du bord, toujours calme, sans une défaillance, sans un murmure. Ce jour-là, le travail habituel fut accompli avec plus de vigueur encore. 2 mètres seulement restaient à enlever sur toute la superficie. 2 mètres seulement nous séparaient de la mer libre. Mais les réservoirs étaient presque vides d'air. Le peu qui restait devait être conservé aux travailleurs, pas un atome pour le Nautilus. Lorsque je rentrai à bord, je fus à demi suffoqué. Quelle nuit, je ne saurais la peindre. De telles souffrances ne peuvent être décrites. Le lendemain, ma respiration était oppressée. Aux douleurs de tête se mêlaient d'étourdissants vertiges qui faisaient de moi un homme ivre. Mes compagnons éprouvaient les mêmes symptômes. Quelques hommes de l'équipage râlaient. Ce jour-là, le 6e de notre emprisonnement, le capitaine Nemo, trouvant trop lent la pioche et le pic, résolut d'écraser la couche de glace qui nous séparait encore de la nappe liquide. Cet homme avait conservé son sang-froid et son énergie. Il domptait par sa force morale les douleurs physiques. Il pensait, il combinait, il agissait. D'après son ordre, le bâtiment fut soulagé, c'est-à-dire soulevé de la couche glacée par un changement de pesanteur spécifique. Lorsqu'il flotta, on le hala de manière à l'amener au-dessus de l'immense fosse dessinée suivant sa ligne de flottaison. Puis ses réservoirs d'eau s'emplissant, il descendit et s'emboîta dans l'alvéole. En ce moment, tout l'équipage rentra à bord et la double porte de communication fut fermée. Le Nautilus reposait alors sur la couche de glace qui n'avait pas 1 mètre d'épaisseur et que les sondes avaient trouée en 1000 endroits. Les robinets des réservoirs furent alors ouverts en grand et 100 mètres cubes d'eau s'y précipitèrent, accroissant de 100 000 kg le poids du Nautilus. Nous attendions, nous écoutions, oubliant nos souffrances, espérant encore. Nous jouions notre salut sur un dernier coup. Malgré les bourdonnements qui emplissaient ma tête, j'entendis bientôt des frémissements sous la coque du Nautilus. Un dénivellement se produisit. La glace craqua avec un fracas singulier, pareil à celui du papier qui se déchire,
et le Nautilus s'abaissa. « Nous passons, murmura Conseil à mon oreille. Je ne pus lui répondre, je saisis sa main, je la pressai dans une convulsion involontaire. Tout à coup, emporté par son effroyable surcharge, le Nautilus s'enfonça, comme un boulet sous les eaux, c'est-à-dire qu'il tomba, comme il l'eût fait dans le vide. Alors, toute la force électrique fut mise sur les pompes, qui aussitôt commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. Après quelques minutes, notre chute fut enrayée. Bientôt même, le manomètre indiqua un mouvement ascensionnel. L'hélice, marchant à toute vitesse, fit tressaillir la coque de tôle jusque dans ses boulons et nous entraîna vers le nord. Mais que devait durer cette navigation sous la banquise jusqu'à la mer libre? Un jour encore, je serais mort avant. À demi étendu sur un divan de la bibliothèque, je suffoquais. Ma face était violette, mes lèvres bleues, mes facultés suspendues. Je ne voyais plus, je n'entendais plus. La notion du temps avait disparu de mon esprit. Mes muscles ne pouvaient se contracter. Les heures qui s'écoulèrent ainsi, je ne saurais les évaluer, mais j'eus la conscience de mon agonie qui commençait. Je compris que j'allais mourir. Soudain, je revins à moi. Quelques bouffées d'air pénétraient dans mes poumons. Étions-nous remontés à la surface des flots? Avions-nous franchi la banquise? Non. C'étaient Ned et Conseil, mes deux braves amis, qui se sacrifiaient pour me sauver. Quelques atomes d'air restaient encore au fond d'un appareil. Au lieu de le respirer, ils l'avaient conservé pour moi, et tandis qu'ils suffoquaient, ils me versaient la vie goutte à goutte. Je voulus repousser l'appareil, ils me tinrent les mains, et pendant quelques instants, je respirai avec volupté. Mes regards se portèrent vers l'horloge. Il était 11 heures du matin. Nous devions être au 28 mars. Le Nautilus marchait avec une vitesse effrayante, de 40 milles à l'heure. Il se tordait dans les eaux. Où était le capitaine Nemo? Avait-il succombé? Ses compagnons étaient-ils morts avec lui? En ce moment, le manomètre indiqua que nous n'étions plus qu'à 20 pieds de la surface. Un simple champ de glace nous séparait de l'atmosphère. Ne pouvait-on le briser? Peut-être. En tout cas, le Nautilus allait le tenter. Je sentis, en effet, qu'il prenait une position oblique, abaissant son arrière et relevant son éperon. Une introduction d'eau avait suffi pour rompre son équilibre. Puis, poussé par sa puissante hélice, il attaqua l'Icefield par en dessous, comme un formidable bélier. Il le crevait peu à peu, se retirait, donnait à toute vitesse contre le champ qui se déchirait, et enfin, emporté par son élan suprême, il s'élança sur la surface glacée qui l'écrasa de son poids. Le panneau fut ouvert, on pourrait dire arraché, et l'air pur s'introduisit à flot dans toutes les parties du Nautilus.